Bonjour à tous, merci d'être venus si tôt en ce dernier jour de la foire du livre. C'est pas évident, on est tous un petit peu fatigués, surtout les auteurs de livres sur Jacques Chirac qui ont dû beaucoup signer en 2 jours. Alors autour de la table, on va aller assez vite parce qu'on a 40 minutes ce matin. Laurent Guimier, journaliste, spécialiste de l'histoire contemporaine. Bonjour. Jean-Michel Valade, qui est le régional de l'Étape, historien corrézien bien connu. Bonjour. Et Jean-Luc Barré, écrivain, éditeur, confident des dernières années de Jacques Chirac et auteur de Ici, c'est Chirac. Bonjour. Monsieur Barré, comme on est dans une foire du livre, j'avais envie de commencer avec vous en vous demandant quelle était la part romanesque qui existe dans le personnage de Jacques Chirac. Alors, il faudrait des heures pour en parler, mais c'est un personnage évidemment très, très mystérieux, très secret, qui a une destinée évidemment très forte, enfin, très romanesque, parce que ses combats politiques, c'est la difficulté finalement pour lui d'avoir conquis ce qu'il est devenu, c'est-à-dire il n'est pas devenu président de la République du jour au lendemain. Et c'était un homme qui n'était pas fait pour la politique au point de départ, je pense, et qui est entré un peu dans ce combat ici, notamment en Corrèze, qui a conquis la Corrèze de manière incroyable, vraiment, vraiment comme un conquérant, parce que c'était un conquérant dans tous les domaines, hein, y compris sur le plan personnel et intime. Donc il y avait quelque chose autour de lui, une espèce d'aura, de halo très romanesque, c'est un homme qui aimait la vie d'abord, qui aimait tous les plaisirs de la vie, mais qui aimait le pouvoir, qui aimait la conquête du pouvoir. Voilà. Et puis son destin, à la fin, effectivement, a été assez tragiquement romanesque aussi. Laurent Guimier, vous qui êtes un spécialiste de la politique, justement c'est intéressant ce que dit Monsieur Barré. Est-ce que Jacques Chirac préférait la conquête du pouvoir ou l'exercice du pouvoir? Alors là aussi, il faudrait 3 heures hein, pour composer. Vous avez 2 minutes. 3 minutes, 2 minutes. Moi, je pense qu'il a davantage exercé le pouvoir dans ses différentes fonctions et de façon souvent concomitante d'ailleurs, mais je pense qu'on en reparlera parce que c'est vrai qu'il est symbolique d'une époque où, au fond, la règle du jeu de la politique était complètement différente et c'est ce qui explique aussi, je pense, pourquoi, dans ce moment d'émotion qu'on vient de tous vivre au moment de la disparition de Jacques Chirac, on a pu se rendre compte aussi qu'il était d'une autre époque de la vie contemporaine, de la vie politique, une époque où un destin politique pouvait se forger en 30, 40, 50 années, où l'on pouvait échouer 2 fois une élection présidentielle et être élu une 3e fois, où l'absence d'Internet, des réseaux sociaux, de ce que l'on dit en bon français le buzz, n'existait pas forcément, et où l'on pouvait aussi préserver, conserver une part de légende, de mystère et d'aura qu'il a incarné. Et c'est en cela qu'il incarne cette époque révolue aujourd'hui et qu'il a pu alternativement conquérir et également écrire cette légende de la conquête du pouvoir, sans doute d'une façon, je ne vais pas dire plus facile, mais plus durable peut-être que beaucoup des contemporains qui l'ont succédé. Sur la 4e de couverture du livre de Monsieur Barré, il est écrit que Jacques Chirac était peut-être le président le plus secret de nos présidents contemporains. Spontanément, j'aurais dit François Mitterrand. Jean-Michel Valade, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je ne l'ai pas connu personnellement, ni l'un ni l'autre. Je crois que la précision est importante. Moi non plus. Oui, si on regarde le parcours des uns et des autres, je crois que la personnalité du président Mitterrand était bien spécifique. Et celle de Jacques Chirac l'était tout autant, en ce sens où, quand même, par rapport à ce que l'on a pu voir et découvrir, notamment replacé dans le contexte corrézien, c'était un homme, je dirais, qui avait des paradoxes. Un certain nombre de paradoxes de par le fait, si on prend un exemple ou deux, le fait que cet homme qui en Corrèze avait le tutoiement très facile, vous voyez son épouse. Bon, c'est une anecdote, j'en conviens. Si l'on continue sur ce plan-là, mais on rentre déjà dans le temps donc de la présence physique et politique de Jacques Chirac en Corrèze, c'est un homme qui a été à l'origine du désenclavement autoroutier de la Corrèze, et c'est un fait important, mais qui en parallèle, et je reprends donc le terme de paradoxe, est un homme qui n'a pas réussi, pour des raisons que l'on ne connaît pas, n'a pas réussi à faire le désenclavement
routier, par la route nationale 89, d'Ussel, le cœur de sa circonscription. Voilà. Jean-Luc Barré, vous qui l'avez le plus connu parmi tous ceux qui sont présents ici ce matin, cette dualité du personnage, ce paradoxe dont parle Monsieur Valade, vous pouvez nous en parler ? Oui, enfin je crois que c'était un homme au fond profondément libre. Enfin, il faudrait presque revenir aux origines de Jacques Chirac. D'abord c'est un enfant unique. Très protégé. Enfin, il avait une sœur qu'il n'a pas connue, mais qui est morte très jeune. Mais enfin, il était enfant unique. Il a été élevé comme un enfant unique par une mère qu'il adorait, avec un rapport plus compliqué avec le père. Et c'est un garçon qui, très jeune, très tôt, est un peu anarchiste dans sa façon d'être, un peu autodidacte. Il adore marcher pieds nus. Et adolescent, il va acheter de la poésie en cachette. Il s'est construit une vie personnelle en secret. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que très tardivement, on a découvert une des passions majeures de Chirac, qui était les arts premiers, qui a débouché sur le musée du Quai Branly. Il a fallu des années pour le savoir. Et pendant ce temps-là, il disait, moi, j'aime le western. Alors, un jour, il m'avait dit, d'ailleurs, j'aime le western, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que je suis du côté des Indiens. Je ne suis pas du côté des cow-boys. Bon. Mais donc, il avait construit une double vie, si je puis dire, une vie publique, qui ressemblait pas forcément à ce qu'était Jacques Chirac, même dans son langage. Il avait un langage souvent très truculent, il parlait un peu comme le langage d'Audiard, il avait quelque chose, des formules incroyables, inoubliables même. Et puis il était capable de faire des discours très ennuyeux, très martelés, comme ça. Il n'était pas très à l'aise à la tribune, au fond. Donc, au fond, il y a un homme secret qui a construit sa vraie vie. Pour connaître Chirac, c'est pour ça que c'était important pour moi de faire ce livre, de permettre de découvrir le Chirac intime, qui finalement se livrait peu, mais c'était au-delà du fait de ne pas se livrer, il y avait vraiment une manière de protéger sa liberté. Et il était profondément libre, et en même temps profondément entravé par des contraintes de tous ordres, qui faisaient que, au fond, les bons moments de Chirac, vous savez, il y a une scène qu'on connaît tous, mais au début de sa vie, où il est parti sur un cargo à l'âge de 16 ans, puis il est rentré à quai, et Chirac, au fond, c'est un homme qui a toujours des tentations de partir, dans beaucoup de domaines d'ailleurs, je dis pas de s'enfuir, mais de s'évader plutôt, et puis il revient toujours un peu à quai. Il y a chez lui un mélange d'ordre et finalement de tentation de l'ailleurs, quoi. Et c'est là où il y a une vraie dualité. On le retrouve même d'ailleurs dans sa politique, mais c'est peut-être un peu long d'en parler, mais il y a eu chez Chirac un côté à la fois très conservateur et très intuitif sur les évolutions de la société. Cette tentation de l'ailleurs, donc le livre de Laurent Guimier compile environ 200 photos, je crois, de Jacques Chirac. Moi, j'en ai retenu une, on en a parlé avant, on va pouvoir parler de cette tentation du départ. On est en 76, c'est une poignée de main entre Jacques Chirac, qui est alors Premier ministre, et Valéry Giscard d'Estaing. Oui, le départ de Matignon. La démission fracassante. Là, c'est une démission fracassante. Ouais. Et vous expliquez que quelques jours avant, il lui a confié qu'il voulait arrêter la politique. Alors vous dites, c'est du bluff probablement. Alors ça, seuls les deux protagonistes le savent. Il y en a un des deux, toujours vivant, Valéry Giscard d'Estaing, qui a sa version des faits. Mais effectivement, alors c'est pas quelques jours avant, c'est quelques minutes avant même le départ, puisque tout se passe dans la journée. Une journée folle et historique et unique dans l'histoire de la Ve République, où effectivement un Premier ministre prend congé du président de la République, alors que quand même dans toute l'histoire, et c'est le sens de la Ve République, un président, l'un de ses successeurs a d'ailleurs dit que le Premier ministre était au fond un collaborateur du président. Pour la seule et unique fois pour l'instant de l'histoire de la Ve République, un Premier ministre a pris congé, arguant de l'incapacité qu'il avait à pouvoir exercer sereinement ses fonctions. Et donc, ce jour du 25 août 76 est effectivement un jour institutionnellement historique, puisque Chirac démissionne. On se souvient de cette image, ça dure 42 secondes, je crois, où, à la télévision, il convoque la presse et il dit qu'il a décidé de s'en aller. Et quelques dizaines de minutes avant, effectivement, Chirac et Giscard se rencontrent. Alors Giscard, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, fait tout pour dédramatiser cette journée, en disant, mais bon, il fallait que ça se passe, il est parti, je l'ai remplacé par Raymond Barre, c'est pas grave. Mais effectivement, la partie la plus savoureuse, sinon anecdotique de ce moment d'histoire, c'est que Chirac a dit à Giscard, ne vous inquiétez pas, je vais quitter la vie politique et je vais peut-être ouvrir une galerie d'art. Alors, il l'a dit. Est-ce que c'est un coup de blues passager? Est-ce que c'est du bluff? Ou est-ce que c'était réellement sa conviction profonde? Jacques Chirac le sait. Alors je ne sais pas s'il s'est confié sur cet épisode, Jean-Luc Barré, auprès de vous, parce qu'effectivement, vous l'avez bien connu.
Giscard n'a pas été dupe très très longtemps, si ce n'est un espoir qu'il a peut-être fondé, mais à mon avis, ça n'a duré que quelques minutes, puisque Chirac était parti pour prendre la tangente, faire semblant de partir, et puis après conquérir le pouvoir d'une autre façon, en démolissant d'abord ce qui a été le pouvoir giscardien, puisque en 1980, il n'a pas été d'un soutien. Mais dans son histoire personnelle, il y a d'autres moments où il aurait pu ne pas rentrer en politique. Ce voyage aux États-Unis, où il rencontre une femme qui n'est pas Bernadette Chirac. Il souhaite rester et c'est sa famille et la famille de Bernadette Chirac qui le font revenir. Erwan Hellewelt le raconte dans son livre sur Bernadette Chirac. On aurait pu ne pas avoir Jacques Chirac président de la République. Mais ça, c'est l'avis de toute femme et tout homme que d'être parfois à la croisée des chemins et ne pas forcément embrasser le destin qu'on a vécu. Effectivement, en 1976 aussi, si Jacques Chirac soit était resté à Matignon, soit avait définitivement quitté la politique, peut-être, c'est ce qu'on appelle une uchronie, on peut s'amuser à ça, peut-être que Giscard aurait été réélu en 81, peut-être qu'il aurait pu continuer ses réformes, puisque c'est vrai qu'une fois reparti dans l'opposition, Chirac a pilonné, a martelé, a fait en sorte quand même que la fin du quinquennat Giscard ne se passe pas forcément dans les meilleures conditions. Mais tout ça, bon, c'est du roman, c'est pas forcément là-dessus qu'on bâtit les légendes. Jean-Michel Valade, Jacques Chirac sans la politique, vous y croyez? On a du mal à l'imaginer quand même. Pardon, je vous laisse parler, mais on a du mal à imaginer Chirac en dehors de la politique. En dehors de la politique, moi je connais sur le plan corrézien, ça me paraît difficilement imaginable, mais qui est crédible bien évidemment. Donc c'est un homme qui a voué beaucoup de son temps pendant une douzaine d'années avant qu'il occupe les fonctions au plan national que chacun connaît, donc à la Corrèze et aux Corréziens. Et je donnerai comme exemple que bien qu'ayant les fonctions que chacun sait, il a officialisé au mois de janvier cette pratique que l'un de ses successeurs corréziens, donc François Hollande également a maintenu la pratique des vœux aux Corréziens. Et ça a été un temps très très important. Il y avait beaucoup de monde, donc c'était sur invitation, bien évidemment. Et là, à partir au début, lorsque ça s'est mis en place en 96, ça avait une connotation purement corrézienne, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une dimension politique. Et à partir de la dissolution hasardeuse, et comme il y avait dans la salle Hollande, le premier secrétaire du Parti socialiste, donc François Hollande, qui était élu également corrézien, là ça a pris une dimension politique, et ça c'est très très caractéristique. Donc Chirac s'exprimait, et puis après, les télévisions interviewaient l'opposant, donc en l'occurrence François Hollande. Et puis pour évoquer Bernadette Chirac, puisqu'on a parlé des femmes, il a quand même rendu un très bel hommage, c'était en 98, lors des vœux en 98 à Tulle, à ses chers compatriotes corréziens, où il a évoqué, et il a employé ce terme-là, donc son épouse, qui était élue en Corrèze, et il a employé ce terme très beau, quelle était sa conscience corrézienne. Je crois que là, ça veut dire un certain nombre de choses dans l'ancrage corrézien. On reparlera de Bernadette Chirac. Jean-Luc Barré, vous nous raconterez notamment cet épisode au château de Bitty, où vous avez passé quelques jours en leur compagnie. Juste avant, Laurent Guimier, je vous avais proposé, vous aussi, de choisir une photo de votre livre qu'on pourra commenter ensemble, si vous voulez. Oui, moi, une des photos que je garde, alors c'est une photo officielle, une photo de tribune, comme disait Jean-Luc Barré, mais c'est un discours qui m'a semblé très important de devoir garder en tête, c'est celui du 2 septembre 2002, le fameux discours de Johannesburg, la maison brûle, et nous regardons ailleurs. Alors évidemment, on a gardé ce bout de phrase d'un discours de Jacques Chirac, mais qui, au fond, quand on le relit intégralement, est un beau discours visionnaire, prophétique, sur l'état du monde tel qu'il était, à une époque, il y a presque 20 ans, où on va dire que la focalisation des Français et du monde occidental restait quand même sur nos terres, sur nos territoires, sur nos pays. Et Chirac décrit un état du monde avec
une Amazonie qui brûle, un nuage brun au-dessus de l'Asie, une Afrique dont les matières premières commencent à être pillées ou commercées par d'autres puissances que les ex-puissances coloniales, des États-Unis qui sont en crise de confiance de leur modèle économique. Au fond, on est en 2002 et dans un pays comme la France, Chirac vient d'être réélu, élever le débat à un niveau de conscience planétaire autour des questions environnementales, il n'y avait pas tant de monde que ça pour le faire. Alors Chirac, il s'en est confié après le discours. Il a dit, bon, c'est un discours. Après ce sommet, il n'y a pas énormément de décisions concrètes qui ont été prises, mais la volonté d'une prise de conscience mondiale autour de ces questions, c'est la réussite de ce sommet. Et c'est pour ça que j'ai gardé cette photo, parce que ce sont des mots de Chirac. On ne retient pas énormément de discours de Jacques Chirac. Il n'y a pas beaucoup de discours fondateurs qui ont laissé une trace, une marque dans l'histoire de la Ve République. Si l'on regarde le temps long, je pense que celui-là restera. Jean-Luc Barré, sur ce discours? Oui, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de discours. Enfin, il y a au moins 3-4 discours majeurs. Il y a le discours du Veldiv qui est très important. Il y a le discours à la mort de François Mitterrand qui est très symbolique d'une volonté de continuité républicaine. Il y a le discours en effet de Johannesburg. Il y a le discours sur le dialogue des cultures aussi, qui est très, très important pour comprendre la vision culturelle qu'avait Jacques Chirac. Le discours au moment de l'entrée au Panthéon des Justes. Enfin, on trouve beaucoup de moments comme ça, et puis sans compter tout ce qu'il a dit au moment de la guerre d'Irak. Mais c'est vrai que ce discours de Johannesburg est très, très important. Et je ne sais pas si au fond, Chirac avait le talent aussi de s'imprégner de beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr qu'il était un écolo absolument fervent au point de départ, mais il a compris beaucoup de choses. Il avait de l'intuition, une sensibilité. À l'époque, c'est clair que Nicolas Hulot a joué un rôle majeur dans ce discours. Mais Chirac, ce discours est tellement sincère et tellement juste que forcément ça reflète quelque chose qu'il ressentait profondément, l'idée de préserver un certain équilibre du monde, et il sentait bien les menaces qui pouvaient peser sur l'avenir, en tout cas. Je voudrais maintenant qu'on parle un peu de la Corrèze, puisqu'on est à Brive ici. Jean-Michel Valade, le titre de votre livre, c'est une phrase célèbre de Jacques Chirac, c'est loin mais c'est beau. Quel rôle a joué le département? C'est les fondements de sa vie politique, c'est ses premiers mandats, ils sont ici. Tout est parti de là. Je crois que Chirac, en Corrèze, donc, est arrivé officiellement en 1965, donc en étant élu conseiller municipal à Sainte-Féréole, comme chacun sait. Donc là, moi, je trouve que c'est un petit peu la chanson de geste, au sens médiéval du terme. C'est quelqu'un qui arrive, qui reçoit, avant d'arriver, qui reçoit un coup de fil du sous-préfet de Brive qui lui dit: vous êtes inscrit sur la liste qui va être présentée, la seule liste qui va être présentée aux électeurs donc de Sainte-Féréole. Bon, petite remarque, il n'y avait pas une seule liste, il y en avait deux. Donc on peut trouver ça dans la presse locale et puis en travaillant également sur le registre des délibérations du conseil municipal de Sainte-Féréole. Donc il arrive en pays qui est un pays qui le connaît sans connaître. Certes, il a passé ses vacances ou certaines de ses vacances dans la maison de ses grands-parents. Comme l'a très justement rappelé Jean-Luc Barré, ça va être la conquête donc d'un espace électoral dont il va faire ce que les géographes, et non pas les historiens, les géographes appellent un fief politique. Alors ça ne va pas être purement à Sainte-Féréole, ça va être au-delà, en 1967, dans le cadre des élections législatives, ça va être la circonscription dite d'Ussel, et ce n'était pas gagné, parce que cette circonscription et la Haute-Corrèze avaient été une terre de résistance, c'est évident, mais surtout sur le plan politique, une terre d'opposition au gaullisme. En particulier, il y avait un communisme rural avec un communiste, un député communiste du temps du Front populaire, Marius Vazeille. Il y avait des radicaux, il y avait les socialistes. Et là, il a réussi
à s'imposer avec un travail de fond, puisqu'il dit dans ses mémoires qu'il a labouré le territoire, et donc il a réussi à s'imposer en mouillant la chemise, et à partir de là, eh bien, il a essayé d'étendre ce fief politique que l'on a appelé à l'échelon local la Chiraki, donc au-delà des limites, entre guillemets, de la circonscription d'Ussel, en devenant conseiller général et président du conseil général de la Corrèze. Et là, il a été confronté à une autre présence un petit peu plus difficile sur le plan politique, c'est-à-dire celle du maire de Brive, Jean Charbonnel, et ça ne s'est pas toujours très très bien passé. Est-ce que deux personnalités de ce même poids, du même parti, de la même génération, l'un était plus âgé seulement de 5 ans, Jean Charbonnel avait 5 ans de plus que lui, c'est lui qui l'avait introduit en Corrèze, est-ce qu'il pouvait y avoir deux personnalités de ce plan à l'échelon local? L'histoire a montré que non. Ça a été compliqué. Jean-Luc Barré, qu'est-ce qu'il vous en disait, Jacques Chirac, de la Corrèze où il n'allait plus dans les dernières années de sa vie? C'était compliqué à la fin parce que, au fond, alors je crois qu'il aimait profondément la Corrèze et les Corréziens. Moi, il m'a amené à Mémac déjeuner chez Monsieur Bleu, il m'a amené à Sainte-Férolle, sur la tombe de ses parents notamment, où il m'a dit d'ailleurs au passage que c'est là qu'il souhaitait être enterré. Mais bon, les choses se sont passées différemment. Et parce qu'entre-temps, il y a eu la mort de Laurence, je crois, qui a changé les choses. Mais enfin, malgré tout, sa mère était là, son père était là. Bon, ça avait beaucoup de sens. Et je me souviens de ce moment émouvant. Il tenait absolument à me faire visiter sur le cimetière, à ce qu'on y aille ensemble. Et je me souviens de cette visite à Sainte-Férolle qui était très émouvante parce que j'avais le sentiment que c'était un peu les adieux. C'est-à-dire que c'était un peu les adieux à la Corrèze. C'est vrai qu'il n'aimait plus beaucoup revenir, non pas en Corrèze, mais à Bitty. C'était un lieu qu'il avait vraiment jamais aimé. C'était un lieu qui avait été choisi par Bernadette et son père. Et il n'y avait pas un côté châtelain chez Chirac, de pas être châtelain dans l'âme. Et au fond, l'été, son rêve, c'était de partir à Saint-Tropez. Voilà, c'est clair. Mais il aimait la Corrèze sans conteste. Il aimait la cuisine corrézienne. Il aimait les Corréziens. Il aimait ses paysages. Et j'ai senti, voilà, je suis arrivé dans sa vie à un moment où la page se tournait. Mais enfin, en même temps, il m'avait dit, il faut absolument que vous veniez avec moi en Corrèze. Il tenait absolument à ce que je m'imprègne un peu des choses pour pouvoir travailler sur les mémoires après. Voilà. Et alors, je me souviens de visites absolument incroyables. Un jour, Bernadette Chirac m'avait dit, vous savez, mon mari a construit un monastère. Alors, je lui dis, c'est curieux, un président de la République construit un monastère. Elle me dit, oui, il faut absolument que vous vous rendiez compte de ça. Alors, donc, on est partis tous les trois en voiture. En réalité, c'était le monastère du Jassonex, que vous connaissez, je pense. De Jassonex ou du Jassonex, je ne sais pas comment on dit. Mais enfin bon. En fait, il avait fait construire une aile, il avait rajouté une aile au monastère. Alors chez Bernadette, qui était soucieuse de piété et surtout de ramener son mari dans le droit chemin, c'était devenu la construction de monastère. Et alors c'était très très drôle, parce que je relate ce voyage pendant ce trajet, le trajet en voiture, où Chirac disait à Bernadette, on va voir les sœurs. Il dit, oui, Jacques. Mais les sœurs, on les appelle mes bonnes ou mes sœurs? Alors, Jacques, on les appelle les sœurs. Mais non, mais on les appelle mes bonnes. Enfin bon, puis toutes sortes de choses sur lesquelles je passe ce matin, et un peu grivoise sur les sœurs. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était très curieux parce que je sentais quand même, il y avait chez Chirac un côté très anticlérical, il n'y a pas de doute. Voilà. Alors beaucoup de respect pour ces sœurs-là, bien sûr, mais en même temps, il y a un moment où il est allé dans sa voiture, il n'avait plus envie de continuer la visite. C'était très, très intéressant. Au fond, Chirac, d'abord, il vient d'un milieu anticlérical quelque part, en tout cas d'un milieu franc-maçon et par son grand-père. Il restait de ce point de vue-là, très, très profondément, je crois, corrézien d'une certaine époque, en tout cas. D'instituteur de l'école publique. Oui, son grand-père dirigeait une école de Brive. Oui, c'est ça, oui, exactement. Puisqu'on est en Corrèze et que vous signez tous les trois des livres sur Jacques Chirac, peut-être rapidement, vous pouvez nous dire ce que vous en disent aussi les nombreux Corréziens qui fréquentent la foire du livre, ce qu'ils vous disent quand ils viennent faire dédicacer les livres que vous avez écrits. Laurent Guimier. Moi, effectivement, c'est une chance que d'être ici et de croiser des gens, alors soit qui l'ont connu, soit dont le papa ou la maman ont connu Jacques Chirac et qui décident d'offrir ce livre en mémoire et en souvenir des bons moments
globalement, qu'ils ont pu passer en croisant le sillage de Jacques Chirac. Effectivement, il n'y a qu'à Brive qu'on peut vivre cette expérience, et c'est en soi un privilège que d'être ici pour le vivre. Je veux juste rajouter une chose sur la Corrèze. Alors moi, j'ai évidemment aucune expérience de la sorte et de l'intimité de Jacques Chirac, qu'elle soit géographique, politique ou intellectuelle, que vous pouvez avoir. Moi, je me borne à là aussi une explication ou à une précision peut-être d'ordre politique. Lorsque Jacques Chirac laboure, fabrique son fief qu'est la Corrèze, il a la capacité institutionnelle, parce que la France de l'époque le permettait, de conquérir d'autres choses que la Corrèze. Le cumul des mandats a été totalement admis, n'était pas encore devenu une sorte d'horreur politique et médiatique qu'elle est devenue pour certains aujourd'hui. Et Jacques Chirac a synthétisé, alors formidablement et comme personne, la capacité qu'on a pu avoir à une époque dans l'histoire de France, mais c'est il n'y a même pas 30 ans, d'être maire de la capitale et président d'un conseil général de Corrèze. Aujourd'hui, évidemment, c'est complètement impossible. Et c'est pas totalement anecdotique, parce que lorsqu'un destin de cette nature se forge avec un pied dans la capitale et un pied dans un département comme la Corrèze, ça fabrique des hommes politiques sans doute un peu différents de ceux qui aujourd'hui sont à la conquête du pouvoir. Lorsqu'on parle des politiques hors sol, lorsqu'on parle des politiques qui sont trop à Paris et pas assez en région, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas la capacité de cumuler. Alors, je ne défends pas le cumul des mandats, c'est pas le but, mais je pense qu'il faut l'avoir en tête, parce que c'est en cela aussi que Jacques Chirac est emblématique d'une époque, d'un moment de l'histoire de France qui aujourd'hui n'est absolument pas reproductible. Jean-Michel Valade, vous vouliez ajouter Oui, je voulais juste ajouter que dans les relations difficiles entre Jean Charbonnel et Jacques Chirac, ce que l'on a tendance à oublier, c'est qu'il y a eu un recours qui a été fait devant le tribunal administratif, puis ensuite en appel devant le Conseil d'État, parce qu'il y avait cumul donc des mandats entre les deux exécutifs, le Conseil général de la Corrèze, c'était pas le Conseil départemental, le Conseil général de la Corrèze. Jean Charbonnel, maire de Brive entre 1966 et 1995, pour ceux qui ne... Oui, j'ai oublié de préciser. Et Paris. Et Paris. Et ce qui est très très cocasse de rappeler aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une conférence de presse à Tulle. Jean Charbonnel l'a présidée. Il avait avec lui les opposants à Jacques Chirac au Conseil général, c'est-à-dire un ancien député communiste qui était conseiller général, et il y avait un socialiste. Donc l'opposition était présente et le recours a été rédigé par... Il s'est fait aider, certes, par Jean Charbonnel. Et puis, bon, ils ont perdu. C'est-à-dire qu'on a considéré, à juste titre, que le statut de Paris faisait que c'était un département... Oui, parce que Paris est un département et pas uniquement une commune. Donc il présidait 2 conseils généraux formellement. Jean-Luc Barré, vous connaissez cette phrase qui dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. Bernadette Chirac, vous en parlez dans votre livre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du couple Chirac ? Là aussi, il faudrait des heures. C'était très curieux, parce que je dis c'était, puisque Jacques n'est plus là, Jacques Chirac n'est plus là, et Bernadette n'est pas très bien. Je crois que c'est un vrai couple, curieusement, parce que, alors au point de départ, c'est pas gagné, parce que effectivement, Jacques Chirac, d'abord, à mon avis, n'est pas fait pour le mariage, n'a pas envie de se marier spécialement. D'ailleurs, il part aux États-Unis, il rencontre cette femme, alors qu'il est déjà fiancé avec Bernadette, et au fond, rien ne dit qu'il va vraiment rentrer. Mais il va rentrer un peu sur ordre des parents, parce qu'il y a l'ENA, etc. Et je crois, Bernadette est absolument folle de ce garçon, qui est beau, qui est le plus beau de Sciences Po. Et lui, oui, je pense qu'il y a de vrais sentiments pour Bernadette, mais c'est encore une fois, d'abord, elle n'est pas la seule. Très vite, tout de suite, on voit bien qu'il y a d'autres femmes dans la vie de Jacques Chirac, ou en tout cas, il aime bien draguer, comme on dit aujourd'hui, il aime bien flirter, il aime bien il adore les femmes. Le cumul déjà. Comment ? Le cumul déjà. Oui, c'est ça, oui. Et donc, il va épouser Bernadette, et puis quelques semaines après le mariage, il part en Algérie tout de suite pour aller faire la guerre. Donc c'est quand même... Et Bernadette va rester seule avec son premier enfant. Mais alors,
après, elle a dit un jour, nous avons fait un mariage d'ambition, ce qui est une curieuse manière d'ailleurs de parler d'un mariage d'amour, d'un mariage d'ambition. Bon. Moi, je crois qu'il y a eu ambition, amour. C'est un couple qui s'est construit dans le pouvoir. Et moi, je les ai vus dans des moments très étonnants. D'abord à BT ou ailleurs, ils se donnaient volontiers en spectacle, dans la façon de s'affronter, surtout à la fin. Elle lui disait, mais c'est moi qui vous ai fait. Et elle lui disait, qu'est-ce que vous dites? Bon, là, c'était très curieux parce qu'ils se donnaient un peu en spectacle. Et en même temps, moi, j'ai surpris un moment, une scène que je relate dans le livre d'ailleurs. C'était à Paris, où Jacques Chirac est arrivé. D'ailleurs, il ne pouvait pas se passer d'elle. Il téléphonait tout le temps, 4 fois par jour, 5 fois par jour. Et je me souviens, un jour, on était tous les deux avec Bernadette, et on parlait des mémoires. Et il n'arrêtait pas d'appeler. Alors il dit, vous voyez, il veut que je rentre pour faire la soupe. Eh ben, je rentrais pas. Bon, alors il n'est pas rentré, il fallait rentrer plus tard. Et puis un samedi après-midi, nous étions à l'hôpital où elle était présidente d'une fondation. Elle m'a dit, là, on va être tranquille, il va nous laisser tranquille, etc. Bon. Ben, il ne va pas laisser tranquille parce qu'un quart d'heure après, il a débarqué. Et alors il débarque, il s'installe, et il dit, bon, faites comme si j'étais pas là. Et puis évidemment, il parle tout de suite, c'est impossible de travailler. Et puis à un moment donné, je le fais je vais vous le faire bref, mais l'anecdote est significative du couple. Elle lui dit, avec tout ce que vous avez laissé à faire à votre successeur, parce que Chirac ironise un peu sur la vie privée de Sarkozy, en disant, Sarkozy, il a des petites copines, etc. Elle lui dit, mais avec tout ce que vous avez laissé faire, le travail que vous lui avez laissé sur les bras, et il a pas, dans son emploi du temps, il n'y a pas le temps pour voir des femmes. Et Chirac lui dit, oh Bernadette, tout ça, c'est pas une question d'emploi du temps. Et alors là, elle dit, ah, je vous y prends. Enfin, ils étaient à la fin de leur vie, d'une certaine manière. Et ils ont éclaté de rire tous les deux, quoi. Et je me suis dit, c'est vraiment un couple, quoi. C'est un couple, mais effectivement, il y a eu quand même des traversées compliquées. Vous racontez notamment 3 jours au château de BT, un espèce de huis clos entre vous trois pendant un week-end assez incroyable. Oui. Enfin bon, ce serait très long de le raconter, mais c'était une expérience incroyable parce qu'on était vraiment tous les trois. Et le dîner du soir, il était un peu agacé parce qu'elle mangeait lentement, elle parlait beaucoup. Et à un moment donné, il a dit au maître d'hôtel, enlevez l'assiette de madame, elle parle trop, etc. Et Bernadette dit, mais enfin, c'est quoi? Bon, alors il fallait pas être dupe de ça parce que c'était aussi une complicité entre eux. C'était un jeu, mais c'est un jeu qui parfois pouvait être difficile. Et puis il y a eu des moments émouvants dans ce week-end-là où je voyais Jacques Chirac aller régulièrement. Il y a une maison à l'entrée du château, une grande maison. Et il allait régulièrement dans cette maison. Et puis je voyais Bernadette qui allait régulièrement dans cette maison. Et puis il revenait. Alors à la fin du séjour, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Alors et Bernadette me dit, Laurence est là. Et pendant ces 3 jours, je n'ai pas vu Laurence. Et Laurence était dans cette maison, à l'abri. Et ils y allaient régulièrement, l'un et l'autre, avec beaucoup de pudeur. Je crois qu'au fond, ce qui a quand même soudé ce couple, un peu comme les De Gaulle d'ailleurs, je pense que la présence de le couple De Gaulle a été un couple très fort, mais il y a eu sans doute des moments de tension aussi entre eux. Et Anne a été a été vraiment le pivot de ce couple. Et je pense que Laurence, la preuve c'est que d'ailleurs Bernadette Chirac a commencé à sombrer après la mort de Laurence. Alors que jusque-là, elle tenait bon, l'air de dire, il y en a un des deux qui est en train de flancher, c'est Jacques, moi je vais tenir bon, mais la mort de Laurence a été le moment décisif. Voilà. Donc c'était un moment incroyable de BT, mais bon, je le relate longuement dans ce livre. Jean-Michel Valade, puis Laurent Guimier, Bernadette Chirac, rapidement, quel rôle elle a joué selon vous? Alors Bernadette Chirac, on va peut-être caricaturer, mais je pense qu'il y a beaucoup de vrai. C'était une femme très réservée à l'origine et qui a pris sa dimension que l'on a connue de femme politique. Alors je parle toujours sur le plan du département, ce que je connais, et en quelque sorte, après l'élection en 95, c'est elle qui, elle avait été élue certes auparavant au conseil municipal de Saran, dont elle était donc adjointe et conseillère générale du canton de Corrèze. Eh bien, elle a pris en quelque sorte le relais, elle a joué un rôle déterminant au sein du conseil général. Bon, c'est quand même elle qui a été à l'origine de la création du musée, qui a été financé par le musée de Saran. C'est elle aussi qui a beaucoup médiatisé la Corrèze. Si le Tour de France est arrivé à plusieurs reprises en Corrèze, on le doit certes à Jacques Chirac, mais davantage à elle. Il était impensable d'envisager que le Tour arrive dans une commune de moins de 200 habitants. Et il a fallu trouver le financement pour faire l'aménagement au sommet du Sucomé dans les Monédières. Ça, c'est quelque chose
qui est quand même assez remarquable. Et puis, elle a fait venir en Corrèze et à Bity contribuer donc des personnalités telles que Hillary Madame Clinton, bien évidemment. Voilà. Un concert de Johnny Hallyday. Et le concert de Johnny Hallyday, ne Je l'ai l'oublions couvert en pas. tant que reporter et c'était un très très grand moment. Oui, Oui. bien sûr, ne l'oublions pas, sur cette zone qui, à l'époque, Dans un champ, voilà, était déserte parce qu'il n'y avait pas d'entreprise qui s'était encore installée. C'était Woodstock version Johnny, donc c'était Johnny. un peu spécial. Mais il faisait moins, il pleuvait moins. Non, d'un mot, le couple d'ambition Chirac voilà, connaît un centre de gravité qui se déplace aussi, je pense, dans les 20 dernières années de la vie politique de Jacques Chirac, parce que Claude Chirac prend une place aussi importante dans l'organisation politique du clan, hein, de la tribu. Effectivement, je pense que Claude Chirac n'a pas beaucoup participé aux activités corréziennes de son père. En revanche, dans l'organisation et ce qui s'est passé beaucoup à l'Élysée, d'abord un peu à la mairie de Paris, mais surtout à l'Élysée, cette organisation familiale et politique a vécu effectivement des enchevêtrements qui sont, j'imagine, pas forcément évidentes, mais comme ça se passe aussi dans n'importe quelle famille lorsque on travaille ensemble dans une entreprise. Hein, on a tous vécu, ou on connaît tous ce genre de situation où, aux confins du personnel et du professionnel, c'est pas toujours facile. Et c'est pas facile tous les jours, entre la maman et la fille, entre le papa et la maman, et entre le papa et la fille. J'aimerais qu'on parle aussi des affaires, de ce qui a un petit peu marqué les dernières années de sa vie, ou tout du moins le moment où il n'est plus au pouvoir. Vous en parlez au début de votre livre. C'est quelque chose qui l'affectait beaucoup ? Ah, ça, je crois pas. Je crois pas. Je peux pas dire affecté. Je veux dire que, enfin, d'abord, il était tellement pudique, c'était compliqué. Moi, je me souviens, il revenait de chez la juge Simonet, qui s'appelait Simone, enfin, la juge, enfin bon, c'était une juge corse, et il me disait, vous savez, je lui ai fait le baise-main. Alors, je dis, oui, monsieur le président, ça va tout changer, à mon avis. Bon. Non, mais il était très content. C'est toujours le séducteur, quoi. Bon. Non, je crois qu'il n'avait pas conscience. Moi, il m'a dit un jour, je vois pas vraiment ce qu'on me reproche. Il ne comprenait rien, cette histoire d'emploi fictif, parce que, enfin, les Corréziens le savent bien, et pas que le Corrézien, quand une famille était en difficulté, quand un fils cherchait un emploi, ou une fille, peu importe, il trouvait un emploi. Et alors, l'emploi pouvait être plus ou moins fictif. Mais pour lui, ça ne voulait pas dire grand-chose. C'était un homme qui rendait des services. D'abord, c'était une pratique de l'époque. Alors après, il y a eu d'autres affaires, mais c'est là-dessus qu'il y a eu des affaires finales. Et une condamnation. Et une condamnation. Et alors, il y a une chose qui l'a affecté. Plus que tout ça, bon, c'était un peu pénible quand même d'aller voir la juge, etc. Bon. Mais ce qu'il a beaucoup, moi, il m'a dit à plusieurs reprises, je veux aller à mon procès. Je veux y aller. Il n'était pas en état réellement d'y aller, bien que je crois que c'est plus l'entourage qui redoutait qu'il y aille que lui, parce que on savait très bien. Alors il avait quand même à la fin il n'avait pas tellement de surmoi, donc je pense qu'il aurait dit beaucoup de choses. Et ce qu'il a dit ici d'ailleurs à Saran à propos de Sarkozy, je vais voter. Voilà, non, je pense qu'il aurait mis en cause Sarkozy, je pense qu'il aurait dit des choses très virulentes sur un certain nombre de gens, mais il voulait y aller, et on l'a empêché d'y aller. De même que d'ailleurs, moi je le dis très clairement, on l'a empêché de venir voter ici pour l'élection de 2012. Et moi j'avais déjeuné avec lui et dîné avec lui quelques temps avant. Avec il était en état de le faire. Bien sûr, et il m'avait dit je vais voter. Et Bernadette redoutait absolument qu'il vienne voter, parce qu'il aurait dit qu'il allait voter pour François Hollande. Et donc, c'est quand même, vous parlez d'enchevêtrement, on a un bel exemple d'enchevêtrement là. Bon. Et donc, finalement, il n'est pas venu voter. Et Bernadette, qui est une femme évidemment, qui a beaucoup d'esprit, mais en même temps beaucoup de cruauté, a une formule que je rapporte. Elle dit, mais rendez-vous compte, dans la famille, ils ont tous voté François Hollande, sauf Jacques, mais il ne le sait pas. C'est quand même une phrase, c'est une phrase de théâtre, quoi. Voilà. Et donc, donc c'est évidemment, je pense que ça a été une tristesse pour lui de ne pas y aller à ce procès. Honnêtement, je pense qu'il valait mieux qu'il n'y aille pas. Voilà. Mais, bon. Donc, sur l'histoire des emplois fictifs, au fond, il n'a pas... Et puis, je ne crois pas qu'il ait été très affecté par la condamnation. Enfin, voilà, il s'en doute un peu, mais il ne se reprochait pas grand-chose. Il avait le sentiment de payer peut-être pour un système qu'il avait lui-même alimenté, naturellement. On arrive au bout de cet entretien, mais c'est notamment très bien expliqué dans le livre de Jean-Michel Valade, ce système, cette cellule corrézienne à la mairie de Paris,
Je vous invite à le lire. Et puis le livre de Monsieur Barré sur les confidences des dernières années de Jacques Chirac et le livre de photos de Laurent Guimier. Merci à tous.